bonjour à tous, bienvenue dans 85 Chrono, le terrain, votre rendez-vous sport du lundi midi. On va revenir sur les principaux résultats et événements sportifs du week-end et du football. Pour commencer avec le championnat de National 3, c'était ce week-end la 26e et dernière journée. Un infime espoir pour La Roche VF de monter en National 2. Les Lyonnais devaient s'imposer à Challans samedi tout en espérant que le leader Saumur ne gagne pas face à Sautron, dernier du classement. La première grosse occasion elle est pour Challans avec Saganoko qui ne cadre pas sa frappe. La Roche VF dangereux sur ce coup franc de Charrier et cette tête de Billy. Et puis à la 27e minute, le Chalandais Landry Niaoré remonte le terrain balle au pied. Il a le champ libre et décoche une magnifique frappe. Le ballon va se loger sous la barre transversale. Ouverture du score de Challans. Réaction lyonnaise avec Dabin qui trouve Charrier. La reprise de Charrier est détournée par Mingui. 1-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, Challans a l'occasion de faire le break avec cette offensive lancée par Godamé. Une première tentative de Touré repoussée par Ahamada, puis une deuxième de Conan qui frôle le montant. Toujours 1-0 pour Challans. La Roche pousse pour égaliser. Mathis Brignon trouve le poteau à la 55e minute. Nouvelle offensive lyonnaise à la 80e minute lancée par Axel Dabin qui traverse la défense chalandaise avant de servir sur un plateau Jérémy Billy qui égalise, un but partout, 19e but de la saison pour Billy. Dernière occasion de ce match pour Challans avec Saganoko qui perd son duel face à Ahamada et on est donc sur un score final de 1 but partout et dans le même temps Saumur s'est imposé face à Sautron 3-0. Pas de miracle donc pour les Lyonnais qui terminent deuxième du championnat. On va écouter David Ferreira, le coach de Challans, et Charles Devino, le coach lyonnais, au micro de Daniel Lelanne. C'était un match de fin de saison, La Roche avait encore un petit espoir. Nous on voulait aussi jouer le jeu jusqu'au bout parce que ce que j'avais dit aux garçons, il y a un mois quand Saumur est venu ici, on a tout donné pour les battre. Donc c'est aussi respecter le championnat et l'équité. Donc on avait envie de faire un bon match. Ouais, je pense que ça a été un bon match de foot. Et on a aussi accumulé beaucoup de fatigue. On a joué jeudi là en coupe. Les garçons, c'est fin de saison. Tu joues jeudi, tu rejoues samedi. 48 heures de récup à peine. Donc difficile aussi dans les organismes. Donc on a souffert à la fin. Mais c'est bien parce que les garçons s'accrochent. On était sur une bonne série et puis on finit sur une bonne note. Donc il y a quand même pas mal de points positifs et c'est important pour préparer la suite. On n'a pas abordé le match comme je l'aurais souhaité. Par contre, on a eu une très bonne réaction sur la deuxième partie de la première mi-temps et surtout sur la deuxième mi-temps où on est revenu au score. On aurait pu prendre les 3 points de la victoire, mais je crois qu'aujourd'hui, l'énergie qu'on a dépensée avant, on l'a plus sur ce genre de match. Et puis, comme on se tenait au courant de ce qui se passait à Saumur, je crois que définitivement, c'était pas possible. Donc c'est une déception de ne pas prendre les 3 points. On est deuxième. Et puis pour faire la transition sur la saison, c'est pas ce qu'on souhaitait au départ. On avait de grosses ambitions de terminer premier. Sur la grille de départ, quand on s'y est mis, c'était ce qu'on voulait. Maintenant, Saumur a fait une sacrée saison. On est passé devant, ils nous sont repassés devant. On a loupé un peu le coche sur la phase retour. On est malheureux. Voilà, faut en tirer les enseignements pour être meilleur la saison prochaine. Et Charles Devino qui ne sera plus l'entraîneur de La Roche VF la saison prochaine puisque le club a annoncé avant même ce match à Challans l'arrivée de Frédéric Reculot, l'ancien entraîneur de Luçon et des Herbiers, de retour en Vendée après 4 saisons à Avranches en national. Son père, Michel Reculot, ancien président de Luçon, arrive lui aussi à La Roche VF en tant que vice-président chargé des équipes seniors. Charles Devino prend quant à lui la direction de La Châtaigneraie. On regarde le classement final de ce championnat de N3 avec donc La Roche 2e à 3 points de Saumur, Challans 6e juste devant le Poiré-sur-Vie qui a battu Pouzauges 2-1, Pouzauges qui termine 8e, Fontenay termine par une victoire 1-0 à La Châtaigneraie et se classe 9e, La Châtaigneraie 13e est reléguée en Régional 1. Et puis en National 2, là aussi c'était la dernière journée et l'équipe des Herbiers termine par un match nul face à Chamalières, 1 but partout. Le VHF qui termine 9e, c'était le dernier match aux Herbiers de l'entraîneur Stéphane Mazala qui va être remplacé par Laurent David. Les Herbretais terminent avec 9 victoires, 10 nuls et 11 défaites. Football toujours et direction Bretignolles-sur-Mer où avait lieu de vendredi à dimanche la 10e édition du tournoi international U17 organisé par l'ES Marsouin Bretignolles-Brême. 12 équipes étaient réunies, des équipes de niveau national ou régional 1. Plusieurs clubs professionnels étaient présents, le FC Lorient, le SCO d'Angers, le Stade Brestois, les Girondins de Bordeaux ou encore Montpellier Hérault, mais aussi le club portugais de Braga et puis des équipes vendéennes avec le Poiré-sur-Vie et la sélection de
Vendée. Nouvelle formule cette année à la demande des clubs avec des matchs un peu plus longs, 2 fois 25 minutes. La petite finale opposait l'US Concarneau en bleu à l'En Avant Guingamp et c'est Concarneau qui a décroché la 3e place en s'imposant au tir au but. Le score était de 2-2 après 50 minutes de jeu. Et puis en finale, on retrouvait les Girondins de Bordeaux face aux Portugais de Braga. Et là aussi, c'est au tir au but que ça s'est joué. 0-0 à la fin du temps réglementaire. Et donc victoire des Bordelais qui remportent ce 10e tournoi de Bretignolles. La sélection de Vendée termine quant à elle à la 6e place. Un beau succès pour cette édition 2022 après 2 ans d'arrêt. Le spectacle et le public étaient au rendez-vous. On va écouter le responsable du tournoi, le capitaine de la sélection de Vendée et l'entraîneur de Montpellier. Énormément de monde, surtout vendredi on a été très surpris de la fréquentation, pratiquement 600 ou 700 personnes pour les premiers matchs, 12 équipes, 2 pays représentés, avec le Portugal, avec le SC Braga, et puis que des clubs professionnels qui nous ont rejoints, comme Bordeaux, les Girondins de Bordeaux, que ce soit le SCO d'Angers, des nouvelles équipes, le Stade Brestois, le FC Lorient, des équipes qui viennent tous les ans nous rejoindre, ainsi que Montpellier Hérault qui était le tenant du titre. 5 matchs dans le week-end, ça pique à la fin. Après, on a tout donné et puis on a eu les résultats qu'on voulait aussi. Mais c'est sûr qu'on aurait espéré mieux, mais dommage, on ne finit pas comme il faut. C'est une belle expérience à vivre. Je sais qu'il y a plein de monde qui aimerait la vivre. Franchement, c'est incroyable de vivre ça avec le public qui est avec nous. Donc non, c'est une belle expérience, même footballistiquement parlant. Il y a des belles équipes. On a rencontré de très belles équipes, donc je suis fier aussi de ça. On est venu avec la génération qui va évoluer en 17 ans nationaux l'année prochaine. Donc on trouvait intéressant de confronter nos plus jeunes à un tournoi de très bon niveau U17 pour avoir une petite perspective d'avenir en disant un socle de départ, construire quelques souvenirs communs pour la saison à venir. Le temps de jeu est conséquent, on est sur 2 fois 25, ce qui est rare dans un tournoi et nous on vient chercher du temps de jeu pour justement sur le plan technique travailler. Donc là on a utilisé plusieurs systèmes de jeu, plusieurs associations entre les joueurs, leur faire découvrir quelques systèmes et donc en fait c'est du travail, c'est simplement des rendez-vous pour dire ben voilà on a ça à travailler pour l'année prochaine, on va partir de ça c'est très bien, on le conserve et ainsi de suite. Des propos recueillis par Daniel Lelanne. On poursuit avec du ring hockey, le championnat de National 1 Élite qui se poursuit. C'était la 19e journée ce week-end. Et la Vendéenne, qui vise le podium et une place en Euroleague, recevait Mérignac samedi soir à la salle de l'Angelière. Des Lyonnais qui ouvrent le score par Duarte Delgado à la 4e minute. Mérignac a bien du mal à se montrer dangereux en ce début de match. Et la Vendéenne double la mise à la 9e minute grâce à Nathan Gefflot. Ça fait 2-0 pour La Roche-sur-Yon. Puis 3-0 à la 11e minute avec ce but d'Antoine Thébault sur un service d'Erwan de Brouwer. Plusieurs occasions ensuite de part et d'autre et il faut attendre la 18e minute pour voir un nouveau but et il est signé cette fois Stanislas Van Kamelbeck. Ça fait 4-0 pour la Vendéenne. Les Lyonnais qui réalisent une très bonne première période et qui enchaînent avec un deuxième but personnel pour Antoine Thébault, but inscrit à la 20e minute. Ça fait 5-0 pour la Vendéenne. Mérignac réduit l'écart par Garcia de los Santos et ça fait 5-1 à la mi-temps. En seconde période, l'intensité baisse d'un cran côté lyonnais. Les Rouges et Noirs laissent un peu plus d'espace à leurs adversaires qui inscrivent un second but à la 44e minute par Foudzari. 5-2, pas grand chose d'autre à relever dans cette deuxième mi-temps et c'est donc une victoire de la Vendéenne par 3 buts d'écart. On va écouter les réactions des deux coachs au micro de Thibaut Grasset. J'ai l'impression qu'on pêche par efficacité parce que soit on a peur de gagner, soit on a peur de mal faire les choses. Bon après il y a aussi, je pense aussi beaucoup de fatigue. On ne va pas se saborder non plus en pensant que c'est pas un bon résultat. Voilà, c'est 3 points. Dans ce qu'on veut continuer à faire, c'est le principal. Samedi prochain, c'est un derby. C'est au Poiré, dans un contexte un peu particulier, évidemment. Ce genre de choses, il ne faudra pas le répéter samedi prochain. C'est pas possible. Parce que sinon, on va se faire punir. Parce qu'eux, ils ont forcément envie de battre la Vendéenne chez eux. Donc, alors que nous, on continue de courir après un podium, quoi. Nous, on vient ici sans objectif réel, puisque nous, la descente, ça y est, c'est évité. L'Europe, c'est trop loin, donc bon, on n'a pas trop d'objectifs sportifs. Donc déjà, on a eu un peu de mal à se mettre dans le match par rapport à ça.
La seule chose qu'on demandait aux joueurs, c'était de se battre jusqu'au bout, de rien lâcher. Ce qui a été le cas en première mi-temps, donc un peu la tête dans les souliers, parce que du mal à respirer, parce que ça jouait vraiment très vite. Deuxième mi-temps, on a mis un peu plus d'impact physique nous aussi, on a couru beaucoup plus, on était plus précis dans ce qu'on a fait et on les a mis un peu en difficulté sur la finition. Voilà. Il y a aussi une très grosse prestation de notre gardien de but qui fait que ça nous aide pas mal parce que 5 à la mi-temps c'est gentil je trouve. Mais non, on a fait, on pensait que ça allait être, vu comment c'était démarré, on pensait que ça allait être pire que ça, donc satisfait de la deuxième mi-temps. Et la Vendéenne, après cette victoire, est toujours 4e au classement, à 1 point du 3e Coutras qui compte un match en plus. A noter également que le Poiré-sur-Vie s'est incliné sur le terrain de Quéver, 7-1. Les Genoux sont 7e au classement. Il reste 3 journées et comme le disait Lucas Gaucher, samedi prochain, ce sera un derby entre le Poiré-sur-Vie et la Vendéenne. Un mot de basket puisqu'on connaît désormais le nom du nouveau coach du Vendée Chaland Basket. Il s'agit de Sébastien Lambert qui coachait l'équipe de Chartres ces 6 dernières saisons, équipe avec laquelle il est monté en Pro B en 2018, une montée en 2e division qu'il avait déjà connue avec Saint-Quentin en 2011. Il doit maintenant composer l'équipe chalandaise qui évoluera de nouveau en N1 la saison prochaine. Et puis 2 résultats de paratriathlon puisque les championnats d'Europe avaient lieu en Pologne samedi. À noter que les épreuves de triathlon se sont transformées en duathlon en raison de la météo. Pas de natation, seulement du vélo et de la course à pied. Médaille d'argent pour Gladys Lemoussu, 2e derrière la Britannique Claire Cashmore. Médaille d'argent également pour Thibaut Rigaudot, associé à son guide Cyril Viennot. Il termine derrière le Britannique Ellis Dave. Prochain rendez-vous pour Gladys Lemoussu et pour Thibaut Rigaudot, ce sera le 11 juin avec une manche de Coupe du Monde à Besançon. Des images de Palais maintenant, puisque la Coupe de France de Palais fonte sur plaque en plomb avait lieu samedi au Parc des Expositions des Herbiers. Plus de 750 participants réunis pour cette 16e édition organisée par le comité départemental du sport en milieu rural. De 10h à 22h, des dizaines et des dizaines de parties se sont enchaînées avec une phase qualificative le matin, puis la phase finale l'après-midi et en début de soirée. Des rencontres qui se sont jouées par équipe de 2 avec 3 palais par joueur. En finale, on retrouvait le duo Kevin Marie, François Hérault, déjà vainqueur en 2014, face à Cédric Fontenot et Gaëtan Charbonneau. Et c'est le duo Fontenot-Charbonneau qui a dominé cette finale, remporté sur le score de 15-2. Gaëtan Charbonneau, qui lui aussi avait déjà remporté cette Coupe de France en 2000. On va écouter Bernard Couteau du comité du sport en milieu rural, ainsi que 2 joueurs, Gaël Grimaud des Châteliers Châteaumur et Johan Nicolo de la Garnache. Ils sont tous les 3 au micro de Thibaut Grasset. On a 379 équipes de 2 joueurs, donc c'est déjà un léger record battu, mais un record quand même. Surtout 2 ans après le Covid, battre des records, c'est exceptionnellement important. Forcément, la Vendée est, on va dire, la capitale du palais sur plaque en plomb. Voilà. Donc, avec beaucoup d'associations, on a environ 3000 adhérents chez nous en Vendée qui jouent la compétition. Et puis après, on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs de palais qui viennent de 19 départements différents sur la France. Les plus loin doivent venir de Nice et d'autres de Toulouse et autrement tout autour de la Grande Couronne vendéenne. Déjà, il y a 4 parties de qualificatives le matin. Et donc après ces 4 parties, on se retranche en plusieurs poules. Donc les meilleurs sont dans la première poule et les moins bons dans la dernière poule. Les 2-3 dernières semaines, on essaie d'intensifier un peu plus l'entraînement, histoire d'augmenter un peu le niveau de jeu. Faut y aller le plus détendu possible parce que plus on se crispe et moins c'est bénéfique pour le jeu. Ouais. Moi je suis venu un peu pour le fun, pour le plaisir, mais il y a un membre de mon club qui vise le titre et qui s'entraîne, ça fait quelques semaines, qui s'entraîne plusieurs heures par jour. Là on vient de gagner les 16e et du coup on passe en 8e. Moi et mon partenaire, c'est la 3e fois qu'on le fait ensemble. Et puis on joue souvent ensemble et puis on s'aime bien, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Avec quelques images de pirogue polynésienne maintenant, puisque la Vendée faisait son grand retour au Sable d'Olonne ce week-end avec au programme 2 compétitions, hommes et femmes, 3 courses par catégorie. Le jeudi, 46 km pour les hommes, 15 pour les femmes. Le vendredi, 26 km pour tout le monde. Et puis le samedi, 56 km pour les hommes et les équipes mixtes et 15 km pour les femmes. 4 équipes féminines étaient engagées, 12 chez les hommes. Du côté de la compétition féminine, victoire du team Bainé au
Chrono Raiatea. Et du côté des équipes masculines et mixtes, c'est ATN Tahiti qui sort vainqueur après avoir terminé en tête des 3 courses pour un temps total de 10 h 1 minute 52 secondes, soit 6 minutes 30 de mieux que l'équipe de la Méduse. Et les Vendéens du team CKCL terminent 4e. Pendant 3 jours, la Ville des Sables a vécu dans une ambiance polynésienne avec de nombreuses animations en parallèle de ces courses de pirogue. Et puis on reste au Sable d'Olonne avec de la natation et la traversée des Salines. C'était ce dimanche, organisé par le club des Sables d'Olonne Natation. Ça se passait au bassin de la Chenou avec 3 distances au programme, 500 mètres, 2000 mètres et 5000 mètres. C'était la 3e édition de cette traversée des Salines qui comptait pour la Coupe de France et la Coupe régionale et qui se déroulait donc dans un lac d'eau salée dans la zone naturelle protégée des Marais d'Olonne. On retrouvait dans l'eau plusieurs triathlètes qui ont inclus cette épreuve dans leur préparation. Un événement qui prend de plus en plus d'ampleur, comme va nous l'expliquer le président du club de natation des Sables, David Dousseau. On va écouter également le vainqueur de la plus longue épreuve, celle de 5000 mètres. C'est le Brestois Éloane Gilbert. Et on a également la réaction de Wilfried Gruel, premier senior. Ils sont tous les 3 au micro de Jean-Marie Bidot. C'est une nouvelle étape pour nous. On est manche Coupe de France cette année, c'est une première. Donc on a fait la 2000 mètres qui était Coupe de France et le 5000. Donc deux manches et un 500 mètres plus découverte qui servait également à la Coupe régionale. Voilà, donc on commence à s'ancrer dans le circuit national. J'étais bien, j'ai eu mon rythme dès le début et j'ai tenu tout du long. La course était sympa, il y avait un peu de vent, de vagues et tout du long, mais ça va. C'était très sympa. Franchement, là, ça vient conclure un super week-end passé au Sable d'Olonne là pour le week-end de l'Ascension et des conditions un peu particulières. C'est rare qu'on ait des vagues, du vent à ce point-là, donc c'était vraiment très sympa. 85 chrono le terrain, c'est fini, mais on se retrouve à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire et on parlera basket avec Philippe Provost, le président de La Roche-Vendée Basket Club, ainsi que Manu Body, le coach de l'équipe qui évolue en Ligue féminine. On fera le bilan de la saison et on parlera bien sûr de la préparation de la saison prochaine. Très bonne journée à tous.